Madame Karine Chemla, présidente du Comité national français d'histoire, de philosophie des sciences, Monsieur Claude Debru, qui est président du Comité d'histoire et d'épistémologie de l'Académie des sciences, chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs, c'est avec grand plaisir que nous vous accueillons dans cette grande salle des séances de l'Académie des sciences pour consacrer ce 5 à 7 à la grande figure de l'histoire naturelle du XVIIIe siècle que fut Buffon. Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, né en 1707 et mort en 1788, fut tout à la fois maître de forge, intendant du jardin et du cabinet d'histoire naturelle du roi, savant et philosophe. Il a marqué profondément la pensée de ses contemporains et ses multiples talents se sont exercés dans de nombreux domaines. Pour évoquer les multiples facettes de son activité, nous avons choisi de traiter aujourd'hui, ce soir, 3 thèmes. Buffon et la nature, thème qui sera développé par Stéphane Schmitt, qui est chercheur au CNRS et à l'Université Paris Diderot, qui est historien des sciences de la vie et qui est éditeur de textes commentés de Buffon dans la bibliothèque de la Pléiade. Il dirige actuellement la publication complète des œuvres de Buffon chez l'éditeur Honoré Champion. Buffon et les mathématiques, thème traité par Rémy Langevin, qui est chercheur et enseignant à l'Institut mathématique de Bourgogne, spécialiste de géométrie et de systèmes dynamiques. Et enfin, votre serviteur qui parlera de Buffon, sciences et religion, dont je vous parlerai à la fin de cette séance. Le monde à la fin du XVIIe siècle, vu par Athanase Kircher, jésuite de Prague, voilà à quoi l'on pensait à cette époque-là, un globe avec un feu central, des eaux souterraines reliées à la surface par des canaux et les sorties du feu par l'intermédiaire des volcans. C'est vous dire que l'idée que l'on se faisait de la tête de notre planète Terre à l'époque était des plus rudimentaires, si ce n'est imaginaires. Buffon s'est intéressé à de multiples questions scientifiques, mais aussi technologiques. Il a été attiré très tôt par les mathématiques. Il s'est intéressé, et on va en parler, au paradoxe de Saint-Pétersbourg, qui est un jeu de hasard dont la solution est trouvée à l'aide du calcul des probabilités, qui se traduit par un résultat paradoxal que celui qui gagne, à force d'augmenter sa mise, finit ruiné. Il s'intéresse aussi au jeu du franc-carreau et au jeu de l'aiguille en 1733. Ce sujet sera développé par Rémy Langevin. Nous avons là un Buffon en majesté, avec un magnifique portrait par François Hubert Drouet. Il y a un autre portrait de Buffon, en haut à droite, puisqu'il a été membre de notre compagnie, que vous avez là-bas, en haut, dans une tenue très solennelle également. J'accueille Pascal Cossard, que je suis heureux de venir voir nous rejoindre. Pascal. Oui, je vous présente mes excuses. J'ai eu une urgence qu'il fallait que je règle, et voilà. Et je suis très heureuse d'être là avec vous. Merci de nous avoir rejoints. Passionné par les sciences physiques, Buffon expérimente sur beaucoup de choses, et en particulier sur les miroirs convergents. En 1750, il s'intéresse aux miroirs ardents pour enflammer des objets en bois à une grande distance. Voilà d'ailleurs la planche qu'il a fait figurer à l'époque. Et un certain nombre de gens ont fait des modèles de ces miroirs ardents. Si vous allez au musée du Conservatoire des Arts et Métiers, vous avez 2 modèles de miroirs ardents de Buffon pour reprendre une idée ancienne déjà promue chez les Grecs. Métallurgiste, il perfectionne ses techniques d'utilisation des hauts fourneaux dans ses forges de Montbard. Voilà les forges de Montbard. Il installe en 1768 non seulement un complexe industriel, des forges remarquablement conçues, qui emploient vers 1780 400 ouvriers et qui produisent chaque année 400 tonnes de fonte, donnant 22 tonnes de fer. En homme d'affaires avisé, il fournira les grilles qui entourent aujourd'hui le Jardin des Plantes, faisant des affaires en vendant ce fer au Jardin du Roi. Et je vous conseille la visite des forges de Montbard. Elles se visitent aujourd'hui, elles ont été restaurées, elles sont magnifiques. Sylviculteur, Buffon gère avec efficacité ces domaines et expérimente sur la résistance des bois destinés aux chantiers navals. Il crée une pépinière à Montbard et mène des expériences sur la solidité des bois et sur leur possible amélioration, par exemple en écorçant des arbres sur pied. Il s'intéresse à la physiologie végétale et traduit en 1735 l'ouvrage de l'anglais Stephen Hales sur la statique des végétaux. Grand admirateur de Newton, il prend parti avec les premiers newtoniens français, Maupertuis, Voltaire notamment,
pour l'observation et l'expérience comme fondement de la méthode scientifique. Il dit « Le seul moyen de connaître est celui des expériences raisonnées et suivies ». Géologue, il se fait l'historien de la Terre en rejetant les vaines spéculations dans ses ouvrages sur la théorie de la Terre et les époques de la nature. Paléontologue, il introduit la notion d'espèces perdues. Mammalogiste, ornithologiste, minéralogiste, il consacre près de 20 années de sa vie à l'histoire des quadrupèdes, puis 13 années à l'histoire des oiseaux, et enfin 5 années à l'histoire des minéraux. Le 26 juillet 1738, Buffon a 31 ans, et le roi Louis XV le nomme intendant du Jardin royal des plantes et du cabinet d'histoire naturelle du roi, dont il va assurer la direction pendant 50 ans. C'était le Jardin des plantes médicinales, qui a été créé en 1633, et je dois dire 33 ans avant la création de l'Académie des sciences, Madame le secrétaire. C'est une institution très vieille, pourtant l'Académie vient de fêter son 350e anniversaire. Buffon est un homme aussi d'affaires qui va élargir l'emprise et la surface du Jardin du Roi en chassant des sœurs d'un couvent à proximité, en faisant une OPA, on dirait aujourd'hui, sur la régie des fiacres, qui avait ces fiacres stockés tout à côté, et en annexant l'hôtel de Magny, que vous voyez dans le fond, et qui est aujourd'hui le siège de l'administration du muséum. Et au rez-de-chaussée à droite de ce bâtiment se trouve le bureau de Buffon. Et les directeurs du muséum successifs travaillent sur le bureau même de Buffon. Eh bien, Buffon, pour étendre son influence et l'établissement qu'il dirige, il entretient également des correspondances suivies avec les savants de toute l'Europe, avec les voyageurs, avec les fonctionnaires des colonies lointaines, sollicitant de tous des envois ou des informations et faisant accorder un brevet de correspondant du Jardin du Roi ou du cabinet du Roi. Ainsi, des 4 coins du monde affluent les objets d'histoire naturelle collectés par les voyageurs. Tous se font un honneur d'enrichir le cabinet, et même les rois du Danemark, de Pologne, Frédéric II de Prusse, Catherine II de Russie contribuent également aux envois. Dans la vie de Buffon, l'histoire naturelle a tenu une place considérable, et Stéphane Schmitt nous parlera de l'histoire naturelle. Pendant 50 ans, il a consacré à cet ouvrage monumental une grande part de ses forces, de son intelligence et de son talent. Il a entamé la publication du premier volume en 1749, une histoire générale, naturelle, générale et particulière, avec la description du cabinet du roi. Le muséum a gardé tous ces souvenirs de Buffon, et vous voyez aujourd'hui, je vais vous en parler tout à l'heure, mais un platane qui est là et qui a été planté par Buffon en 1745 et qui n'a jamais été touché ni élagué, et on peut dire que ce platane se porte comme un charme, si je puis dire. Dans la vie de Buffon, l'histoire naturelle a eu cette place. Il a abordé, dans son histoire naturelle des animaux, la définition de l'espèce, la question de la reproduction. Et François Jacob a bien analysé dans La logique du vivant la démarche de Buffon sur ce point. Je le cite, « La reproduction des êtres vivants exige ce que Buffon appelle un moule intérieur, seul moyen pour imiter l'intérieur des corps. » On a beaucoup raillé Buffon à ce propos, chez ses contemporains comme depuis lors, mais Buffon a clairement perçu et analysé l'une des principales difficultés à expliquer la reproduction et la croissance, difficulté qui n'a été surmontée que tout récemment par la biologie moléculaire. Le moule du sculpteur ne suffit pas à la reproduction des êtres, il faut un moule intérieur. Voilà ce que disait François Jacob. L'œuvre de Buffon a connu un immense succès international. En 1749, le tirage initial des 3 premiers volumes, tirés à 1000 exemplaires, est épuisé en 6 semaines. À la veille de la Révolution, l'histoire naturelle est l'ouvrage scientifique le plus souvent présent dans les bibliothèques. Et au XIXe siècle, l'œuvre sera réimprimée une 40aine de fois. Et en 1988, la vie centenaire de Buffon a fait l'objet d'une commémoration nationale, je dirigeais le muséum à ce moment-là, à Paris, Dijon et Montbard, avec la publication des actes d'un colloque international, Buffon 88, avec une grande exposition au muséum et même la création au Jardin des Plantes d'une pièce de théâtre qui s'appelait Buffon côté jardin, mettant en scène Madame Necker et les jardiniers Thoin, dont la première eut lieu en présence du ministre de la Recherche, Hubert Curien. À Dijon, à Montbard, les membres du conseil municipal, M. le maire en tête, en 1988, en costume du XVIIIe siècle, des perruquets, ont accueilli les congressistes, avec un grand feu d'artifice dans la soirée. En 2007,
un colloque s'est tenu à Dijon pour marquer le tricentenaire de sa naissance sur le thème « L'héritage de Buffon ». Une remarquable édition critique des Époques de la nature par Jacques Roget a été éditée en 1988, suivie d'une excellente biographie publiée par le même auteur en 1989. Buffon est élu à l'Académie française sans avoir fait les visites protocolaires et en guise d'éloge de son prédécesseur lors de sa séance de réception, le 25 août 1753, il prononce le fameux discours sur le style. Buffon est considéré comme un des grands prosateurs de la langue française. Il a un style noble et clair, il utilise des termes simples et il s'adresse à un large public. Diderot, en parlant du style de Buffon, le juge large, majestueux, harmonieux, abondant, noble, plein d'images tantôt délicates, tantôt sublimes. Vous connaissez les phrases célèbres, le style n'est que l'ordre et le mouvement qu'on met dans ses pensées. Le style est l'homme même. Buffon meurt dans la nuit du 15 au 16 avril 1788, très judicieusement avant la Révolution française. Et en effet, puisque figure de l'Ancien Régime, il aurait été sans doute guillotiné, comme le fut Lavoisier. Son fils, qui vivait encore et qu'on surnommait Buffonnet, n'échappa, lui, pas à la guillotine. Buffon a été évidemment illustré, sculpté, figuré. Voilà ici le buste de Buffon par Pajou, magnifique terre cuite, qui se trouve dans la bibliothèque Mazarine, tout près d'ici. Et en quoi, et je terminerai là-dessus, la grandeur de Buffon a-t-elle consisté? Le grand historien de l'évolution, Ernst Mayr, l'Américain, a écrit à ce sujet: comme c'est le cas pour la plupart des grands hommes, cette grandeur tient à une combinaison de traits divers. En tant que savant, Buffon était mu par une soif insatiable de compréhension. Je dis délibérément compréhension plutôt que connaissance. Bien qu'il fût un maître de la description, son but véritable fut toujours de comprendre ce qu'il voyait. Il sentait qu'il y avait un sens dans la masse des détails et il comprit qu'il fallait former des théories susceptibles de révéler ce sens. C'est lui qui a converti l'histoire naturelle d'un délicieux passe-temps en une science sérieuse. C'est lui qui a posé les fondements de la biologie évolutive, de la biogéographie et de la géologie historique. Et de son vivant, Louis XV, lui aussi plein d'admiration pour Buffon, a commandé à Pajou une sculpture de Buffon en législateur de la nature, sculpture qui date de 1776 et qui se trouve dans la galerie de l'Évolution au Muséum. Une statue, comme vous le voyez, en sénatus consulte, à moitié nu dans sa toge, et on peut dire que Buffon n'a pas été très heureux de recevoir ce cadeau de la royauté à l'époque, et il a dissimulé cette sculpture qui ne lui plaisait pas trop. Mais je me laisse à rêver, Madame le secrétaire perpétuel, en imaginant que quelques membres de nos membres vivants, prix Nobel ou médaillé Fields ou secrétaire perpétuel, et leur sculpture dans ce style, dans le hall de notre institution. Peut-être un jour, cela arrivera. En tout cas, ça n'est plus tout à fait de saison. Pourquoi pas?